Bonjour à tous, c'est Sophie Descamps, la coordinatrice du PCN. Si vous pouviez mettre un petit mot dans le chat si vous entendez bien. Ok, merci. Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, on a organisé ce PCN pour vous parler des conseils donc pour le montage de projets collaboratifs pour le défi santé. Donc, je suis avec ma collègue Maëlle Pichard de l'Institut Pasteur. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est comme ça. Donc si j'arrive à passer les slides, voilà. Voilà ce qu'on va passer en revue. Donc un rapide rappel sur les règles de participation et de la coopération internationale. Ensuite, on va passer plus de temps sur comment monter un consortium, les règles à respecter. Ensuite, on va reprendre donc, la structure d'un appel de la commission, rappeler les critères d'évaluation. Comment réussir un montage avec notamment quelques informations sur la recherche de partenaires, qui est un sujet qui revient souvent. Et à la fin, on vous présentera ce travail d'analyse des ESR qu'on a fait, à la fois sur les appels de la DGRTD et aussi de la DG Connect, pour souligner surtout les points négatifs qui reviennent dans la plupart des propositions. Donc comme vous devez déjà le savoir, donc la règle qui n'a pas changé, c'est que pour faire un projet collaboratif, il faut au moins 3 entités légales de 3 États membres associés différents et que toute entité légale peut participer, il n'y a pas de restriction. À savoir que les entités américaines sont éligibles au financement pour le défi santé uniquement, au titre de la réciprocité avec le NIH. Il y a également toute une liste d'États tiers qui est éligible. Vous aurez accès à la présentation et il y a tous les liens vers la liste des pays éligibles. Donc attention, tous les pays sont éligibles à participer, mais pas tous les pays sont éligibles au financement. Donc si on est État membre, État associé, on est automatiquement éligible au financement. Et ensuite, pour les pays tiers, il y a toute une liste dont je vous parlais qui est éligible. Et ensuite, les autres pays du type Russie, Canada, Chine, Brésil, etc. Ne sont pas financés par la mais possèdent certains mécanismes de financement. Donc, je vous les ai mis ici. Pour chaque pays, il y a le lien en fait vers une fiche faite par la Commission qui renvoie vers tous les agences de financement en fait nationales avec les différents mécanismes pour que leurs équipes puissent être financées pour des projets européens. Alors sur cette slide, j'indique en fait les différentes étapes lors d'un montage d'un projet. Donc, en fait, c'est comment se passe un montage dans un monde idéal, parce que ça se passe rarement comme ça. Mais si vous pouvez suivre vraiment ces différentes étapes, ça peut vous faciliter votre montage. Et c'est quelque chose, je pense, à présenter aux chercheurs lorsque vous les aidez pour les monter, les projets. Voilà, pour bien leur montrer que le mot-clé vraiment pour réussir un montage, c'est l'anticipation. Donc la formation d'un consortium, il est vraiment préférable de faire même avant même la publication de l'appel. Même si ces appels ne sont pas publiés officiellement, les PCN font des réunions d'information sur les appels à venir, donc c'est un moyen de connaître les appels qui vont être publiés. Lors de la publication de l'appel, c'est là où vous allez vraiment commencer votre travail d'écriture avec vos partenaires. Donc au mois 0, vous pouvez faire une répartition du travail, vous réunir avec votre consortium. Je vous rappelle qu'il y a un financement ANR qui vous permet de financer des réunions consortium. Donc c'est grâce à ce financement que vous pouvez vraiment vous réunir avec vos partenaires pour leur expliquer voilà, le montage, que vous mettez d'accord sur les work packages et les activités dans le cadre du projet. Suite à ce premier travail avec vos partenaires, vous allez voir s'il vous manque des partenaires avec des expertises complémentaires de votre consortium déjà établi.
Ensuite, vers le mois 2, j'ai indiqué que vous pouvez essayer de finaliser le budget, parce que c'est à ce moment-là que vous aurez aussi la version, une première version des Work Packages. Donc c'est à partir de ce moment-là que vous allez être en mesure de faire un budget. Nous, ce qu'on avait fait lorsqu'on a fait des montages avec des projets assez importants, on faisait une première réunion lors de la publication avec l'ensemble des partenaires, et 2 mois plus tard, on faisait une réunion, on invitait uniquement les Work Package Leaders. C'était vraiment pour la finalisation de l'écriture des Work Packages. Le coordinateur n'est pas le seul à écrire, c'est pour ça que c'est un processus interactif l'écriture et qu'il faut bien s'appuyer sur des Work Package Leaders, donc il faut bien les choisir parce que vous allez également les inclure dans l'écriture du projet. Voilà, donc après, juste avant la deadline, si vous avez la possibilité de faire relire votre projet, c'est vraiment important, que ce soit 2 semaines avant la deadline pour voir les choses sur lesquelles, les choses que vous devez retravailler, avoir un regard extérieur, c'est aussi essentiel. Et le financement ANR vous permet également de financer un cabinet de consultants, voilà, uniquement pour la relecture. Donc, monter un consortium. Donc, il y a des rôles très différents entre le coordinateur du projet et les partenaires. Le coordinateur du projet va faire le lien entre tous les partenaires. Ce que je vais dire peut peut-être paraître assez simple, mais il faut vraiment que la personne ait conscience qu'il faut qu'elle consacre du temps à ce montage de projet en tant que coordinateur et faire le lien entre tous ses partenaires. Et il est préférable, pour être coordinateur, d'avoir une première expérience dans les projets européens. Donc pas forcément comme coordinateur, seulement avoir un scientifique qui a participé à un projet européen, c'est déjà un plus pour qu'il voit vraiment comment ça se déroule. Les partenaires, donc vous avez un nombre de partenaires minimum à respecter, donc Sophie l'a rappelé. Une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il y a un nombre idéal de partenaires? Non, mais de toute façon, dans l'appel, on va vous donner le budget. Donc si vous avez un budget avec 5 millions, vous n'allez pas pouvoir avoir 15-20 partenaires. Donc voilà, donc c'est vraiment en fonction des expertises de chacun, en fonction du budget, que vous allez décider le nombre de partenaires. Attention aux partenaires dits artificiels, donc des partenaires qui s'impliquent très peu dans le projet, mais qui sont juste là pour cacher la case « nous avons une PME » ou ce genre de choses. Les critères de sélection des partenaires, donc il vous faut des personnes motivées, particulièrement les Work Package Leaders, des personnes compétentes et qui correspondent aux attentes de l'appel à projet. Pour les partenaires industriels, donc c'est essentiel dans beaucoup de projets, mais sélectionner des partenaires industriels qui sont prêts à s'investir dans le projet. Donc il faut bien essayer d'avoir un consortium équilibré. Donc c'est pour répondre aux objectifs de l'appel, aux objectifs du projet, et chacun des partenaires doit avoir vraiment un rôle précis. Donc, tous les partenaires ne vont pas avoir un rôle important forcément dans le projet, mais il faut que chacun apporte quelque chose au consortium. Donc il peut s'agir d'académiques, de PME, d'industrie ou encore d'associations. Comme je disais, il y a différents types de bénéficiaires, de partenaires. Donc, dans le vocabulaire européen, un partenaire, on appelle ça un bénéficiaire. Donc, ça peut être des hôpitaux, universités, instituts de recherche, des entreprises, des industriels, des organismes à but non lucratif, des associations de patients. Donc, c'est particulièrement important ces derniers points, organismes à but non lucratif, associations de patients, parce que c'est pas forcément des partenaires avec lesquels on a eu l'habitude de travailler et qui sont pas forcément les plus faciles à trouver, mais c'est important d'inclure le destinataire, on va dire, de la recherche au sein du projet et notamment pour les activités liées à l'impact. Voilà, donc c'est important de contacter des associations de patients si possible pour participer au projet. Rappel d'un objectif d'Horizon 2020. 20% du budget de H2020 doit être dédié aux PME, donc c'est important d'avoir des entreprises dans votre consortium et de ne pas faire seulement un projet avec des partenaires académiques. Il est préférable dans votre choix de partenaires, si vous le pouvez, d'avoir des partenaires avec lesquels vous avez déjà travaillé pour avoir des résultats préliminaires, pour montrer que vous avez déjà un consortium qui peut fonctionner si jamais il est sélectionné. Également, un petit conseil, identifiez bien les third parties et les sous-traitants avant de soumettre la proposition. Donc les sous-traitants,
ne sont pas des bénéficiaires, ne sont pas des partenaires du projet, ils ont une tâche très restreinte, ils ne sont pas signataires de la convention. Et les third parties, ça va être par exemple, si dans votre organisme de recherche, vous avez une UMR, une unité de recherche commune entre le CNRS et l'INSERM par exemple, vous allez devoir déclarer le CNRS par exemple comme third parties. Donc c'est quelque chose, si jamais vous êtes sélectionné après, et si vous n'avez pas identifié les third parties et les sous-traitants, qui complique vraiment la signature du end agreement avec la commission, qui vraiment met une certaine pression pour aller vite dans la signature. Enfin, c'est ce que j'ai pu ressentir. Donc c'est important de les identifier au moment du montage pour éviter toute complication par la suite. Je n'ai pas précisé, mais vous pouvez poser des questions via le chat en direct. Si vous en avez, on essaie de vous répondre au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas. Voilà, où trouver de l'aide pour le montage. Donc ça, c'est vrai qu'en général, les chercheurs ne savent pas trop par où commencer. Donc nous, le PCM Santé, on est vraiment, je dirais, les premiers vers qui se tourner pour une orientation sur les appels. Donc soit j'ai un projet et je ne sais pas trop où aller pour trouver des financements, soit j'ai déjà identifié une ligne, mais je ne suis pas certaine que mon projet correspond exactement à toutes les attentes. Donc on peut vraiment faire cette orientation pour trouver le bon financement. Évidemment, il y a donc toutes les cellules Europe donc dans les universités, dans les organismes, dans les pôles de compétitivité, également le réseau EEN pour les PME. Donc il y a vraiment plein de guichets de spécialistes. Donc on encourage vraiment les chercheurs à tout de suite prévenir leur institution de rattachement qui veulent déposer un projet européen. D'une part pour être sûr que voilà, vous suivez bien les règles administratives, budgétaires, etc. de votre institution et pour être guidé et pas perdre de temps. Et ensuite il y a donc le site H2020 du ministère qui est très bien fait. Vous retrouvez vraiment toutes les informations dont vous avez besoin, notamment les fiches pratiques du PCN juridique et financier sur toutes les règles de participation, le budget, le grant agreement. Il y a vraiment tout un tas d'informations intéressantes. Donc ensuite, pour vous aider, Maëlle en a parlé, donc il y a un appel lancé par l'ANR qui est dédié au montage de réseaux scientifiques et européens. Donc cet appel a été mis en place suite au constat qu'il y avait peu de coordination française. Et donc c'est vraiment un soutien important. Donc il propose 30 000 € à utiliser sur, c'est écrit 18 mois, mais maintenant c'est 24 mois, je le mettrai à jour. Pour vous aider en fait à monter votre consortium. Donc ça va financer principalement la mobilité, faire venir tous vos partenaires à un workshop sur 2 jours, payer voilà, les avions, l'hôtel, le traiteur, enfin, voilà, pour faire des réunions sur définir la stratégie de recherche, définir le projet, etc. Ça ne finance pas la recherche évidemment. Et vous avez obligation d'effectivement soumettre un projet à l'Europe si vous recevez ce financement. Donc la prochaine deadline est le 13 novembre 2018. C'est un dossier assez succinct et la sélection est très rapide puisque vous avez les résultats puis l'argent débloqué dans le mois et demi après la deadline. Donc c'est vraiment rapide. Donc ensuite, je voulais faire un point sur la recherche de partenaires, parce que c'est une question qui revient très régulièrement. Comment je trouve des partenaires pour mon consortium? Comment je trouve des consortiums en cours de montage, donc encore plus difficile. Donc vraiment, la première réponse qui paraît un peu simple, en effet. Mais c'est j'utilise mon réseau scientifique, c'est le chercheur en premier qui connaît les experts de son domaine, donc il ne faut pas hésiter à les contacter, à participer au congrès, à faire savoir qu'on est intéressé par des projets européens, à poser des questions, etc. Donc il y a cette première chose.
Il y a par exemple certains groupes sur les réseaux sociaux qui fonctionnent bien, notamment pour INI, sur LinkedIn. Donc voilà, il faut vraiment explorer toutes les pistes. Il y a également des événements de networking dédiés aux projets européens, donc ce qu'on appelle des brokerage events. Alors il y a plusieurs avis à ce sujet. Évidemment, il n'y aura pas des gros des key opinion leaders qui vont participer à ce genre d'événement, mais je le conseille vraiment pour les primo-accédants, ceux qui n'ont jamais fait de projet européen. C'est vraiment une première approche pour connaître des partenaires, se faire connaître, voir comment ça marche. Donc il y en a assez régulièrement. Il y en aura un normalement en juillet l'année prochaine pour les appels 2020. Et enfin, donc il est assez important d'essayer d'identifier en fait les projets déjà financés sur la même thématique, enfin, plus ou moins large. C'est aussi une bonne façon d'identifier des partenaires potentiels qui sont déjà familiers avec l'Europe pour les contacter. Donc comment on fait ça? Donc il y a la plateforme Cordis, qui, je l'avoue, n'est pas toujours très ergonomique ou intuitive. Mais on peut chercher, en fait, si on a identifié un appel précédent qui ressemble à l'appel en cours, on peut chercher directement via cet appel l'ensemble des projets financés. Donc ça donne une idée de ce qui a déjà été fait. Et sinon, on peut également chercher par mots-clés. Alors les résultats sont plus vagues, mais ça permet de faire un peu une biblio sur les projets européens en cours et en même temps de trouver des partenaires potentiels pour son projet à monter. Depuis un an, il y a également la possibilité de déposer son profil sur une plateforme mise en place par la Commission, donc sur le site du Participant Portal. Sous chaque appel, on peut déposer soit une recherche d'expertise, soit une offre d'expertise. Encore une fois, on a peu de recul sur l'efficacité de cette recherche. Quelques retours que j'ai eu, c'est souvent des cabinets de consulting qui contactent. Mais enfin, ça fait pas de mal de jeter un coup d'œil à ce qui est publié pour voir potentiellement un partenaire intéressant. Et ensuite, oui. Il y a également l'outil Partner Search sur le portail du participant qui permet de trouver par mots-clés les institutions qui sont impliquées dans des projets correspondant à ce mot-clé et ensuite ça vous renvoie vers les projets. Donc ça c'est le portail du participant, donc il y a l'onglet Partner Search à gauche. Et là vous avez, donc soit vous tapez directement le nom de l'institution et ça va vous sortir tous ces projets, soit vous tapez le topic ou soit un keyword et ça va vous donner toutes les institutions qui sont impliquées dans des projets avec ce mot-clé. Et enfin, il existe d'autres plateformes thématiques. Alors, il n'y en a pas dédiées à la santé. Il y en a, par exemple, pour les technologies de l'information et de la communication. Il y a aussi un réseau très bien développé pour les sciences humaines et sociales, parce que c'est vraiment un aspect qu'il faut de plus en plus intégrer dans les projets santé. Donc, ils ont une plateforme dédiée à la recherche de partenaires. Et récemment, le consortium IC Permed a lancé en fait un outil de recherche de partenaires. Donc là, c'est ciblé sur la médecine personnalisée, mais c'est également intéressant. Et enfin, pour les entreprises, très important, il y a le réseau EEN, donc Enterprise Europe Network, qui est vraiment spécialisé dans les PME pour accompagner au montage de projets. Et ils ont une plateforme de recherche de partenaires qui est ouverte d'ailleurs aux entreprises, mais également aux académiques. Et ça peut permettre aussi au consortium en cours de montage académique d'identifier la bonne entreprise. Donc c'est vraiment un réseau très bien connecté dans toute l'Europe. Donc n'hésitez pas à les contacter. Oui, je vais présenter comment est structuré un appel. Ensuite, je vais présenter aussi le template de la CE et les critères d'évaluation. Je pense que c'est important de connaître ça pour comprendre aussi les critères d'évaluation. Donc sur le texte de l'appel, il convient de regarder le topic sur le site du Participant Portal
pour s'assurer que son idée colle avec le topic. La commission décrit ce qu'elle attend du projet, à savoir le défi auquel celui-ci doit pouvoir permettre de répondre, qui correspond au specific challenge, donc le premier paragraphe de l'appel, parce qu'en fait tous les appels sont structurés de la même manière. Ensuite, il va être décrit le champ dans lequel le projet s'inscrit, ce qui correspond au scope. Dans l'exemple qui est affiché sur la slide, voilà, j'ai pris la première phrase du scope, mais le scope est généralement assez long. Et ça, c'est vraiment la partie du texte de l'appel qui est vraiment très important de lire avec attention. Donc la description du topic contient également le montant indicatif de la subvention. Souvent, c'est une fourchette qui est indiquée par exemple, entre 4 et 6 millions, c'est indiqué à la fin de l'appel. Et le type d'action, par exemple, sur cette slide, vous voyez, c'est une activité de recherche et d'innovation, c'est-à-dire qu'il y a un taux de financement de 100%. Donc, quelques conseils suite à cette structure d'appel. Donc, c'est très bien, une fois qu'on a identifié l'appel, de bien le lire, de repérer tous les mots-clés, etc. Mais il ne faut absolument pas négliger l'introduction de tout le programme de travail, parce que ça met quand même le contexte, ça explique les facteurs politiques qui ont conduit à l'ensemble de ces appels, ça rappelle les grandes priorités de recherche, la stratégie européenne, etc. Et souvent, les chercheurs ont tendance à l'oublier, à replacer donc leur projet dans le contexte européen. Donc évidemment, il n'y a pas besoin de connaître par cœur toutes les politiques et d'aller lire absolument tous les textes, mais c'est vraiment un plus de souligner donc, ces éléments importants, les réutiliser dans la proposition, notamment en début, pour montrer qu'on a bien compris le contexte de l'appel et qu'on s'insère dans ce contexte européen. Ensuite, Maëlle a rappelé qu'il y avait une partie impact. On va réinsister dessus, mais c'est vraiment très important. Ce défi sociétal, il est vraiment conçu pour résoudre les problèmes des citoyens européens. Et donc ce projet de recherche, c'est un moyen d'y arriver. Et donc la liste des impacts, alors ça dépend, il y a certains appels où il y a deux impacts listés, il y a d'autres appels où il y en a 10. Il faut absolument répondre à tous les impacts, c'est pas au choix. Donc le scope, ça vous donne un peu le contenu pour y arriver, mais le but final, c'est dans votre proposition, montrer comment vous allez atteindre absolument tous ces impacts. Voilà, ça c'est vraiment très important de tous les adresser parce que la compétition est rude et si vous ne les adressez pas tous, et ben les consortiums concurrents le feront. Et enfin, quelque chose que je dis ici, mais je vais sûrement redire tout à l'heure, parce qu'on a ce retour notamment des experts et de personnes de la commission. Il ne faut pas essayer de faire rentrer absolument au chausse-pied son projet dans la ligne, mais il faut vraiment construire le projet en fonction des attentes de l'appel décrit, avec des idées innovantes évidemment. Mais si on essaye absolument de caser son projet, mais que ça ne va pas exactement, ça va se voir et ça va surtout se ressentir au niveau de la note. Alors j'ai présenté le dossier de soumission, selon le template de la Commission européenne, parce qu'en fait tous les templates pour tous les projets européens sont structurés de la même manière. Après il y a des parties qui sont différentes en fonction de si on soumet un projet Marie Curie, un projet santé ou un projet infrastructure. Mais lorsque vous allez faire une soumission, vous allez devoir remplir une partie A qui est le formulaire administratif, sur lequel vous allez renseigner l'information de vos partenaires, le budget, et aussi vous allez répondre aux questions sur les aspects éthiques. Donc à partir de là, vous allez savoir si vous devez remplir ou non une annexe éthique. Ensuite, vous avez la partie B, donc ça c'est vraiment votre projet scientifique que vous allez soumettre. Donc, comme je disais, dans tous les projets, c'est structuré en 3 sections. La partie 1, c'est l'excellence, la partie 2, c'est l'impact, la partie 3, c'est l'implementation. Donc la partie excellence, c'est dans cette partie que vous allez décrire le concept de votre projet. La partie impact, vous allez décrire ce que va apporter le projet, et la partie implementation, ça va être sur l'exécution du projet. Donc on ne va pas rentrer en détail sur comment écrire telle ou telle partie, parce qu'en fait c'est des formations qui peuvent prendre beaucoup de temps, enfin une formation sur 2 jours, comment écrire vraiment un projet européen et quoi mettre dans chacune des sections. Mais c'était juste pour vous donner une idée avant que...
on va vous présenter l'évaluation. Donc il faut que vous sachiez vraiment comment se structurer les projets pour comprendre les slides suivantes. Alors, les critères d'évaluation. Donc les critères d'évaluation, on va porter sur votre partie scientifique, donc c'est-à-dire les 3 sections, l'excellence, l'impact et la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre. Donc dans l'excellence, vous allez devoir décrire, ils vont évaluer la clarté et la pertinence des objectifs que vous allez décrire dans votre section excellence. Puis la crédibilité, le bien fondé du concept, incluant la multidisciplinarité. Donc là, on parle bien de... c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir un consortium relativement équilibré. Vous allez aussi être évalué sur le degré d'ambition du projet, le potentiel d'innovation et jusqu'à quel point le projet va au-delà de l'état de l'art. Dans la partie impact, donc qui reprend, sur lequel vous devez écrire en fonction du scope de l'appel, vous allez être évalué sur les impacts listés dans, si votre projet correspond aux impacts listés dans le programme de travail. Est-ce que votre projet aussi va permettre de renforcer la compétitivité et la croissance des entreprises? Encore une fois, vous êtes évalué sur votre capacité d'innovation et d'intégration des nouvelles connaissances. Vous allez être évalué également sur le fait si vous avez pris ou non en compte les impacts environnementaux et sociétaux importants de votre projet, et si vous allez mettre en œuvre des mesures de communication, dissémination importantes et qui correspondent bien à votre projet. La troisième partie, donc, ça va être sur la mise en place du projet, l'implementation, dans lequel vous allez décrire, dans cette partie-là, vous avez décrit vos work packages et ce genre de choses. Donc vous allez évaluer sur la cohérence des tâches que vous avez décrites et des actions que vous allez mettre en œuvre, sur la compétence et l'expérience des participants, leur complémentarité, et également, est-ce que votre structure de management permet de bien gérer votre projet pendant les années à venir. Alors, il y a des projets, il y a des appels qui se font en une seule étape et certains se font en 2 étapes. Donc vous avez une évaluation et pour la première étape, pour les appels en une seule étape, pardon, vous avez des notes taquées, on va dire, des seuils, voilà, des seuils pour pouvoir passer l'évaluation, on va dire. Donc par critère, l'excellence, vous devez avoir un minimum de 4 sur 5, l'impact 4 sur 5 et l'implementation 3 sur 5. Bon, après, pour les appels santé, pour être financé, il faut que vous ayez bien plus que 12 sur 15. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu de projet financé à 12 sur 15 dans les appels santé. Ça dépend en fait des lignes. S'il y a des appels où il y a seulement 3 projets financés, va falloir avoir 15 ou 14,5. S'il y a des appels où il y a plus de budget et il y a jusqu'à 10 projets financés, voilà, si vous avez de la chance, 12, 12,5, ça peut passer, mais c'est quand même rare, il faut vraiment viser le 15. Voilà, donc il y a aussi les appels en 2 étapes. Donc il y aura une grosse première sélection en première étape. Donc en première étape, sur les appels en 2 étapes, pour la première étape, vous allez seulement devoir écrire la partie excellence et une partie de la partie impact. Et vous n'allez pas devoir soumettre un projet complet. Et ensuite, vous allez savoir si vous êtes ou non en 2e étape. Et donc là, vous avez des meilleures chances d'être financé que lors d'un appel en une seule étape. Les sous-critères en cas d'égalité. Donc qu'est-ce qui se passe si jamais des projets ont une même note? Comment va se faire la sélection? Donc le premier critère, ça va être les propositions qui couvrent des domaines qui ne seront pas traités dans des propositions classées avant seront prioritaires. En cas d'égalité aussi, les propositions qui ont une meilleure note sur la partie excellence seront financées en premier, sauf pour les projets IA, dans lesquels le critère impact sera plus important que le critère excellence. Aussi, vous allez ensuite, si ces 2 premiers sous-critères ne permettent pas de faire un classement entre les projets. Les évaluateurs vont regarder la proportion du budget qui va être alloué au PME,
Ensuite, ils vont regarder l'équilibre des genres dans le consortium en ce qui concerne les personnes responsables des tâches. Donc, vous avez intérêt aussi d'avoir un certain nombre de voir package leaders qui peuvent être des femmes, ce genre de choses. Et si une distinction est encore nécessaire à l'étape C, le panel d'experts peut décider de classer les projets en fonction des potentielles synergies entre les projets afin d'améliorer la qualité du portefeuille de projet. Donc, je sais pas, non, c'est très rare qu'on arrive mais ouais. déjà si on arrive à proportion du budget alloué au PME, ouais. c'est pas mal. Alors, les autres critères à ne pas négliger, donc l'implication des PME, bon ça se répète un peu, l'aspect genre dans le projet et dans le consortium. Donc, l'aspect genre, ça ne veut pas seulement dire qu'il faut que vous ayez beaucoup de femmes dans votre consortium. C'est aussi dans vos activités de recherche, il faut prendre en compte le genre, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les personnes pensent tout de suite qu'il faut avoir un même nombre de femmes et d'hommes. Non, c'est pas uniquement ça. C'est aussi dans vos activités scientifiques prendre en compte le genre. L'aspect éthique. Donc vous avez, comme je disais, vous avez un ethic issue table à répondre dans la partie administrative, la partie A, et vous allez avoir une annexe éthique ensuite à soumettre avec votre projet. Donc c'est quelque chose aussi à travailler, parce que ça montre aussi le sérieux un peu de votre projet. Si vous négligez les aspects éthiques, même si ça ne fait pas partie des évaluations, c'est quelque chose qui se voit assez facilement. Il faut impliquer les décideurs politiques, les associations de patients et les acteurs de la société civile. C'est ce que je disais aussi pour la partie impact précédemment. C'est important d'avoir les associations de patients et d'autres types de partenaires que ce que vous avez habituellement. À ne pas négliger la notion de data management. Donc dans la partie impact, de toute façon, vous avez une partie sur le data management et vous allez devoir soumettre au mois 6 si votre projet est financé, vous allez devoir soumettre au mois 6 de votre projet un data management plan. Voilà, donc c'est quelque chose auquel vous devez vous intéresser et rédiger. De toute façon, c'est une obligation. Donc, je pense qu'on a une question. Je vais répondre à la question sur le genre dans les activités scientifiques. En fait, ça veut dire adresser la question de... Par exemple, il y a eu pendant très longtemps des essais cliniques pour des médicaments qui étaient faits que sur les hommes. Et on n'avait pas de données sur les femmes. Et maintenant, c'est connu qu'il y a certains médicaments auxquels les femmes réagissent mieux que les hommes et vice versa. Donc c'est vraiment quand la question se pose, vraiment inclure à la fois les hommes et les femmes dans la recherche, puisque d'un point de vue biologique, ça peut ne pas marcher de la même manière. Donc c'est ça, on dit genre dans la recherche, par opposition à genre dans le consortium, on pourrait dire parité en fait. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Oui, pardon. Donc au sein du PCM, on a conduit une analyse en fait des ESR, donc les Evaluation Summary Reports, qui sont en fait ce petit papier que vous recevez après que votre projet ait été évalué, qu'il soit accepté ou non. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours très détaillés et les phrases peuvent être assez, génériques, mais c'est vraiment pas l'objectif des experts de faire un retour détaillé sur votre projet précis. Alors l'explication principale, c'est que les experts ne peuvent pas se permettre de vous donner des conseils entre guillemets sur comment améliorer votre proposition, puisque l'année d'après, ça ne sera pas le même consortium si vous souhaitez resoumettre, et donc ils ne peuvent pas prendre de position en fait sur votre projet et voilà, donc c'est pour ça que les phrases des ESR restent assez génériques. Donc pour le travail qu'on a fait, nous, ça ne nous posait pas de soucis. Donc on a analysé une centaine d'appels de la DGRTD et une centaine de la DG Connect, parce que les appels sont un peu différents. Donc on voulait voir s'il y avait des différences dans les ESR. Donc, dans les slides, voilà, c'est très détaillé tout ce qu'on a relevé, donc je ne vais pas tout vous décrire ici. Mais pour vous dire donc les points principaux, donc pour le critère excellence, on va dire que c'est là où il y a le moins
de critères, de points négatifs en fait. Parce qu'en général, ça, les chercheurs savent bien faire, mais donc il est très important de bien décrire l'état de l'art, parce que c'est ce qui peut être reproché. Bien décrire l'état de l'art et montrer comment vous allez au-delà. Et donc, si vous ne montrez pas ça, en fait, on va vous reprocher le manque d'innovation, en fait, et qu'il y avait déjà des choses faites par ailleurs. Donc ça, c'est vraiment le gros point sur le critère excellence. Bon, il y en a d'autres, mais c'est le principal. Alors par contre, sur le critère impact, il y en a plusieurs. Et ce qui revient souvent, c'est qu'il manque en fait le partenaire PME pour l'exploitation des résultats. C'est pas considéré ou c'est pas cadré. C'est vrai que la commission aime bien, elle finance un projet, elle veut qu'il y ait une durée de vie, que ça donne quelque chose au-delà du financement. Et en cas de produit ou voilà, de quelque chose qui doit aller sur le marché, c'est vraiment bien d'inclure le partenaire qui va exploiter ces résultats. Alors ça ne s'applique pas évidemment si c'est des projets vraiment de recherche fondamentale, etc. Mais si ça s'applique, il faut vraiment le considérer. Et il y a aussi l'impact vers le citoyen en fait, et la communication vers l'utilisateur final. Donc c'est vraiment important d'intégrer, donc comme le disait Maëlle, les associations de patients, etc., pour être sûr en fait que ce que vous développez va bien servir à quelque chose en fait et correspond aux attentes. Donc il y a ça, mais ça marche aussi pour tout ce qui est agence réglementaire. Si vous développez des nouvelles choses qui vont en fait ne pas être mises en place ensuite par les autorités, ça a peu d'impact. Donc ça c'est important à considérer. Et enfin sur le dernier critère, la chose sur laquelle je vais insister, c'est la gestion des risques, parce que c'est ce qui revient le plus dans les témoignages des experts. Donc vous devez absolument adresser ces points, donc tous les risques potentiels qu'il peut y avoir dans votre projet, vous devez montrer que vous les avez identifiés et que vous avez un plan en fait d'adaptation au cas où ce risque interviendrait, parce que si vous l'adressez pas, en fait ça va faire peur à la commission. Il faut montrer vraiment que vous avez tout en main. Donc ça peut être autant le risque dans la recherche. Si vous faites un essai clinique, vous dites que vous allez inclure 500 patients et vous n'en trouvez que 300, comment je fais? Mais il y a aussi le risque dans le consortium. Est-ce que vous avez bien mis en place des circuits décisionnaires? Qui va décider en cas de problème? Voilà, toutes sortes de risques, vraiment bien les adresser. Et c'est là aussi que va être dans ce critère que va être évaluer la cohérence de votre consortium. Et des fois, donc, ça ne va pas être clair de pourquoi vous avez intégré tel partenaire, on ne comprend pas à quoi il sert. S'il y a trop de partenaires par rapport aux tâches à effectuer, c'est vraiment important que votre consortium soit cohérent. Et donc on a fait la même chose donc, pour les appels de la DG Connect qui sont plus orientés utilisation des technologies pour la santé, de communication pour la santé. Donc grosso modo, c'est un peu les mêmes points, mais il y a aussi l'aspect plus technique dans le critère excellence. Donc vraiment, ça manque de détails sur les aspects techniques de la technologie, sur le développement du modèle, comment on va gérer, etc. Et l'acceptabilité, je ne sais pas si on traduit comme ça, acceptabilité, donc des patients, donc ça c'est très important sur les nouvelles technologies, bien montrer que les patients vont vraiment adopter votre nouvelle technologie. Dans le critère impact, alors là vraiment, le plan d'exploitation, c'est vraiment le point clé, donc il faut vraiment le décrire en détail. Et ensuite, pour le critère implémentation, c'est pareil, toujours la gestion des risques, qui revient le plus souvent. Ici, c'est une analyse qu'on a faite au niveau des PCN européens avec 216
ESR. Donc là, c'est plus chiffré, on va dire. Donc, par exemple, vous avez ici l'évolution des notes par critère en fonction des années. Et donc, ça va en s'améliorant, puisque entre 2014 et 2017, donc notamment le critère excellence et le critère impact ont vu leurs notes grandement s'améliorer. Et on voit que les plus mauvaises notes, en fait, sont mises sur le dernier critère, donc implémentation. On avait été assez surpris parce qu'on pensait que c'était plutôt sur l'impact, mais finalement c'est plutôt sur l'implémentation, donc il y a vraiment des points à gagner là-dessus, et c'est pas le critère le plus difficile, on va dire, à écrire, donc la partie la plus difficile à écrire, donc il faut vraiment faire attention à ça. Et ensuite, voilà, pour info, vous avez en fait par critère le sous-critère qui a reçu le plus de commentaires négatifs sur l'ensemble des propositions évaluées. Donc pour la partie excellence, c'est le critère Soundness and Credibility qui a reçu le plus de commentaires négatifs. Ensuite, sur la partie impact, c'est ce que je disais, les mesures pour exploiter et disséminer les résultats du projet, donc, qui sont le plus souvent critiqués, donc ça correspond à ce qu'on avait relevé, et également la contribution aux impacts attendus dans le Work Programme, donc je répète, vraiment adresser cette liste d'impacts qui est écrite. Voilà, on va répéter encore 4 fois, mais c'est vraiment ce qui ressort de plus négatif. Et enfin, dans le dernier critère, donc mise en œuvre, c'est pareil ce que je disais, donc la cohérence et l'efficacité de votre plan de travail et les procédures de gestion appropriées. Dans cette slide, je vous présente des guides de montage que vous pouvez consulter. Donc, pour répondre à la question sur les data management plans, donc oui, le guide de Diderot est vraiment bien. Donc c'est un bon lien, merci, je ne sais pas qui l'a envoyé. Mais sinon, il y avait aussi un tutoriel du CNRS aussi qui peut être consulté. Donc j'ai listé un certain nombre de guides. Donc, il y a les fiches pratiques du PCN juridique et financier qui sont très bien. Donc ça, c'est pour votre montage administratif et financier. C'est beaucoup plus clair parce qu'en fait, bon, sinon vous avez le Grant Agreement dans lequel vous avez tout le détail, mais c'est quand même voilà, assez long à lire. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile d'aller sur les fiches pratiques du PCN. Donc voilà, j'ai mis des guides sur le montage du CLORA, du Bureau Alsace-Europe et Réseau Europe-Alsace. Vous avez également sur cette slide des guides pour les projets Marie Curie, des guides pour la communication dans le cadre des projets, voilà, plein de choses pour lesquelles vous pouvez vous inspirer. Il y a encore beaucoup de guides sur Internet. Il y a vraiment beaucoup d'informations, mais voilà, on a listé un peu les principaux. Voilà, donc pour conclure, les messages à retenir, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent plus dans les cellules Europe, donc j'imagine que vous allez très bien comprendre de quoi je vais parler. Il faut vraiment anticiper avant de soumettre un projet et de commencer assez tôt, même avant la publication de l'appel, si c'est possible. Comme le disait Sophie, vous pouvez contacter les PCN pour vérifier que votre projet est bien en adéquation avec l'appel. Contactez voilà, les cellules Europe pour vous aider dans le montage du projet. Et ne rédigez aucun critère parce que les taux de sélection sont très bas. Il y a beaucoup de concurrence et donc il faut vraiment avoir une bonne évaluation pour être financé. Donc vous ne pouvez pas négliger, enfin vous ne pouvez pas négliger aucun critère, il faut vraiment répondre à toutes les demandes de la CE sur le template. Voilà, donc c'est un peu tout ce qu'on avait à vous dire. Enfin, on pourrait encore parler 2 heures, mais c'était le principal. Donc si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas, on va essayer d'y répondre en direct s'il y en a quelques-unes. Sinon, évidemment, le PCN est à votre disposition, voilà, par mail, par téléphone, etc. Donc n'hésitez pas. Alors, première question, comment gérer les applications H2020 vs ANR? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Vous voulez dire que si vous soumettez un projet ANR à la redondance des projets? Après, si vous avez la chance d'identifier 2 appels qui peuvent convenir à votre projet, soumettez. Hein. Ça n'empêche pas de pouvoir soumettre un projet ANR, un projet H2020. Attention quand même, on ne peut pas avoir
de financement pour le même projet. On pourrait de toute façon, un projet ANR ne peut pas être équivalent à un projet H20. Un projet ANR, c'est souvent très peu, il y a quand même beaucoup moins d'argent. C'est pas du tout le même consortium. Vous pouvez avoir un projet ANR après un projet H20, mais vous n'allez pas avoir un copier-coller de votre projet pour l'ANR et pour H20. Alors, combien de pages pour le Data Management Plan? Data Management Plan, c'est si jamais votre projet est financé. Je ne crois pas qu'il y ait un nombre limite de pages, ou un nombre maximum de pages, mais en tout cas, il faut suivre les guides, en fait. Donc, ça peut être quand même un document assez volumineux. Mais au moment du montage, en fait, ça va être juste une page où vous allez décrire qu'est-ce que vous allez faire des données, comment vous allez les conserver, etc., etc. Mais au moment du montage, c'est très, très succinct. Ça reste succinct, et après, c'est un document vivant, et la commission va vous demander de... donc, c'est ça, au mois 6, il faut rendre une première version, mais il faudra rendre une version finale à la fin du projet, etc. Et il y avait, au début, combien de... Pour la première étape... D'accord. Combien de pages? Généralement, c'est 10 pages, la première étape, 10-15 pages. C'est assez court et c'est la partie, la section excellence et impact. Enfin, la première sous-partie de l'impact. Donc c'est assez court. Ensuite, apparemment, il y avait une question sur ANR MRSEI, mais on ne l'a pas vue. Je ne sais pas si... Sophie, tu peux préciser ta question? Ouais. Cet appel, le consortium donc une précision pour l'appel MRSEI, donc l'aide au montage de réseau pour l'ANR. Donc il faut évidemment avoir les quelques partenaires majeurs avant de soumettre à l'ANR. Mais l'idée, c'est de vous aider à construire le réseau. Donc si votre consortium n'est pas complet, c'est pas grave. Il faut juste montrer que vous êtes conscient qu'il vous manque un certain nombre de partenaires, que vous avez identifié qu'il vous fallait un partenaire pour faire des études médico-économiques, ou qu'il vous fallait identifier la PME pour faire telle chose. Et donc, ça, c'est pas un problème. Mais évidemment, vous ne pouvez pas soumettre un appel MRSEI en disant bonjour, je suis une équipe française et je veux déposer là et j'ai rien commencé. Ça va pas marcher. Mais voilà, il faut quelques partenaires et montrer que vous êtes en recherche et que vous avez identifié les partenaires manquants. Mais il ne faut pas avoir le consortium absolument complet au moment du dépôt. En fait, moi j'ai eu un cas à l'Institut Pasteur où on avait 6 ou 8 partenaires pour un projet d'infrastructure. Donc un projet d'infrastructure, une advanced community, donc c'était vraiment un projet large où généralement il y a beaucoup plus de partenaires. Et c'est passé parce que on avait déjà quelques partenaires et par la suite on a soumis avec 24 partenaires. Donc vraiment ça existe, c'est le cas, on l'a eu. Après, ça reste un classement aussi, donc l'ANR ne peut pas financer tout, donc il y a forcément un classement en fonction de l'état d'avancement, des deadlines aussi. Je crois que le taux de réussite est de 50%. Le taux de réussite approche les 50%, donc voilà. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, on va terminer là. Donc ce webinaire sera en ligne sur le site du ministère ainsi que les slides, donc n'hésitez pas à les diffuser à vos réseaux, à vos chercheurs, etc. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Voilà. Merci et bon après-midi. Merci à tous.